Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changement technologique. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongeons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner des outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors j'avais prévenu la semaine dernière que ça y est, il y avait énormément d'annonces qui arrivaient sur cette fin d'année, avec énormément de choses qui arrivent en matière d'intelligence artificielle, en particulier avec l'événement des 12 Days of OpenAI, donc qu'ils ont démarré la semaine dernière et qui continuera aussi la semaine prochaine, ce qui m'arrange pour être honnête, parce que ça me laissera un petit peu le temps de vous résumer un petit peu toutes les choses qu'ils ont pu annoncer. Je vais commencer déjà un petit peu forcément cette semaine, mais ça me laissera le temps de faire un petit recap pour vous donner un petit peu toutes ces informations, car cette semaine, je vais devoir vous faire un enregistrement un petit peu express et compressé, puisque je suis un peu tenu par le temps, mais j'en profite avant de démarrer l'épisode pour vous donner un petit peu des infos aussi sur ce que j'aimerais faire par la suite. Et en ce moment, je suis en train un petit peu de chercher des bêta-testeurs, entre guillemets, donc des personnes qui ont des sociétés de petite ou moyenne taille, voilà, qui seraient intéressées pour ajouter de l'intégration d'intelligence artificielle dans leur société. Donc si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn, voilà, donc soit sur le LinkedIn de la page Tsunamia, soit sur le compte Instagram, soit du coup sur mon LinkedIn personnel. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer un petit message si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser et à en parler autour de vous si vous pensez que quelqu'un pourrait être intéressé là-dessus. Et comme d'habitude, n'hésitez pas pour en profiter pour parler du podcast, de me demander d'ajouter une petite note 5 étoiles, c'est ce qui m'aide, voilà, à faire avancer tout ça. Et donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec les nouveautés qui ont été annoncées par OpenAI donc cette semaine. Donc la semaine dernière, on avait déjà parlé, ils avaient annoncé le modèle O1, le modèle standard, donc complet. On avait jusqu'à maintenant présent accès uniquement au modèle preview. Et donc là, cette semaine, on a accès au modèle O1 complet. Et donc du coup, c'est un modèle qui va nous permettre de faire un petit peu tout ce qui est plus complexe en matière de réflexion. Et l'avantage de ce modèle complet, contrairement au preview qu'on avait, c'est que là, il va être capable de récupérer des informations qui proviennent par exemple d'un document, même si pour l'instant, on est un petit peu limité sur la taille des documents qu'on peut lui envoyer. Il peut quand même analyser ces derniers et il peut aussi analyser des images. Donc voilà, ça permet d'avoir un modèle multimodal qui n'était pas le cas avant. Et derrière ça, qu'est-ce qu'ils ont annoncé ? Ils ont annoncé la sortie enfin du modèle Sora. Donc voilà, on se souvient à l'annonce du modèle Sora où ils avaient dit voilà qui arrivera dans quelques semaines. Bon au final, ça aura pris des mois et des mois. Je crois qu'au moins ça a pris 6 mois entre l'annonce et la sortie du modèle, mais il est enfin disponible si vous avez la chance de pouvoir vous créer un compte, puisqu'ils ont fait quelque chose d'un petit peu particulier. Il faut vous créer un compte dédié sur la plateforme sora.com. Donc si vous avez déjà un compte sur ChatGPT, que ce soit un compte gratuit ou payant, là vous allez devoir vous faire un compte supplémentaire. Si vous n'avez pas accès à ChatGPT payant, ça sert à rien d'essayer, puisque de toute façon vous ne pourrez pas générer de vidéos si vous n'avez pas un compte ChatGPT+. Il faut un minimum un compte ChatGPT+ pour pouvoir générer des vidéos. Et donc si vous avez un compte ChatGPT+, il faudra s'armer de patience, parce que c'est pas tout le temps possible de créer des comptes. Et voilà, ils ont un petit peu réduit le nombre d'accès et tout le monde ne peut pas encore se créer un compte. Moi j'ai réussi à en créer un, mais forcément les premiers jours c'était pas possible, donc j'ai finalement réussi à en créer un. Avec une contrainte supplémentaire, il faudra utiliser un VPN, puisque il n'est pas disponible en Europe, et il faudra du coup utiliser un VPN aux États-Unis pour pouvoir vous créer votre compte et ensuite accéder à cette plateforme de Sora. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec la sortie de Sora ? Donc forcément, quand il avait été annoncé, on avait tous été un petit peu bluffés par la qualité d'image que Sora pouvait proposer. Mais j'avais déjà dit à l'époque qu'il fallait un petit peu se méfier, parce que forcément, tant qu'on n'a pas accès au modèle, on peut avoir ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire qu'on prend les meilleures vidéos générées par le modèle. Et forcément, si on génère 100, 200, 300, 1000 vidéos avec le modèle, même sur le même sujet, et qu'on prend uniquement les meilleures, on peut avoir un résultat qui est assez bluffant. Mais le problème qu'on a un petit peu aujourd'hui avec la génération des modèles de vidéos, c'est que souvent, on est obligé de faire pas mal de générations pour réussir à avoir le résultat qu'on veut. C'est un petit peu comme ce qui se passait au début avec la génération d'images, où il fallait souvent s'y reprendre à pas mal de fois pour avoir vraiment l'image qu'on voulait. Maintenant, c'est un peu plus précis, et c'est vrai que les modèles ont tendance à mieux suivre les requêtes qu'on leur demande et les prompts qu'on leur demande, donc ils ont tendance à être un peu plus précis. Mais au tout début, c'était un petit peu au bonheur la chance, donc il fallait générer pas mal d'images
pour réussir à avoir l'image qu'on veut. Et c'est vrai que même encore aujourd'hui, quand on a vraiment quelque chose en tête, c'est souvent difficile de réussir à faire la génération d'images qui va bien et qui correspond exactement à la chose qu'on a en tête. Mais vu que maintenant on peut aussi donner des modèles d'images, d'exemples, etc., ça facilite un petit peu les choses. Donc là, avec Sora, on a un petit peu le même sujet, hein, où c'est vrai que des fois, on n'arrive pas à avoir exactement ce qu'on voulait, enfin, en tout cas avec d'autres modèles de vidéos, de génération de vidéos. Et Sora, je trouve qu'il est meilleur là-dessus. C'est-à-dire que on peut faire des demandes qui sont assez longues, on peut vraiment détailler très précisément ce qu'on veut. Et il a quand même tendance à mieux respecter ce qu'on lui demande. Mais il faut pas hésiter à lui donner pas mal de détails. Donc ça, c'est la première chose, hein, que j'ai constaté. La deuxième chose, c'est que si vous voulez générer de la vidéo en haute résolution, donc vous pouvez le faire, hein, vous pouvez monter jusqu'en 1080p, mais ça va vous coûter très très cher. Donc là, aujourd'hui, avec un compte ChatGPT+, standard, hein, vous allez pouvoir générer une cinquantaine de vidéos par mois, au format classique, enfin le plus petit qui est proposé, donc c'est du 480p, donc c'est pas une résolution très élevée, mais ça peut déjà être assez intéressant pour tester le modèle et puis pour générer quelque chose. Je vous mettrai quelques petits exemples pour ceux qui suivent les vidéos sur YouTube. J'ai pu générer 2-3 petites images grâce à Sora. Ça fonctionne plutôt bien, mais voilà, la résolution est pas incroyable. Si vous voulez pouvoir augmenter la résolution, vous pouvez le faire, hein, 720p, 1080p, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Il faut un compte ChatGPT Pro, et ce compte ChatGPT Pro, il vous donne accès à 10 000 crédits par mois et des accès priorité sur la génération de vidéos, etc. Mais faut pas oublier que le compte ChatGPT Pro, il est quand même à 200 € par mois, hein. Donc on parle d'un compte qui est quand même assez cher. Et si vous voulez générer 20 secondes, donc les vidéos les plus longues possibles, en 1080p, ça va vous coûter 2000 crédits par génération de vidéos. Donc si vous prenez un compte ChatGPT Pro, vous avez que 10 000 crédits, et donc en gros ça veut dire que vous allez pouvoir générer à peine 2 minutes de vidéo en 1080p et vos crédits seront entièrement expirés. Donc voilà, Sora, c'est un modèle qui est aujourd'hui très très cher si vous voulez l'utiliser dans sa pleine capacité, et donc ça crée un petit peu un décalage entre ce qu'ils avaient annoncé, ce qui faisait un petit peu l'effet waouh, sauf que pour avoir cet effet waouh, il faut faire de la génération en 1080p, et si on veut des vidéos un petit peu plus longues de 1 minute ou autre, il va falloir en enchaîner plusieurs. Et donc en coût de génération, ça va vous coûter très 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 cher. Donc après voilà, j'ai pas regardé exactement en détail, mais je crois que c'est possible d'avoir des extras de crédit ou autre ou quoi, mais ça va vous coûter pas mal d'argent. Je pense que les coûts seront quasiment similaires à ceux de peut-être soit acheter des images de stock footage, donc des vidéos qui sont déjà existantes, hein, voire même des fois de tourner vous-même, ça sera peut-être parfois même moins cher. Donc on s'y attendait un petit peu, on se doute que ce modèle est très 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 consommateur en ressources. Donc ce modèle en version Sora Turbo, hein, ils ont dit que c'est une version turbo auquel ils donnaient accès, il est quand même assez efficace, et moi j'ai pas eu trop de soucis en termes de temps d'attente pour générer les vidéos que je voulais, mais encore une fois la résolution est assez basse, et si vous voulez passer à des hautes résolutions et à une qualité plus élevée, il faudra mettre la main en portefeuille, ça coûtera quand même encore assez cher. Et si vous regardez un petit peu ce qui a pu être généré, pour l'instant, quand on demande au modèle de générer par exemple des personnes qui vont danser ou des personnes qui vont faire de la gymnastique, il a encore beaucoup de mal avec l'anatomie humaine et avec le respect des règles de la physique. Donc c'est un modèle qui est encore limité, mais souvenez-vous de la première version qu'on avait eue de Midjourney, des premières versions qu'on avait eues de génération d'images, c'était il y a à peine 2 ans. Et entre-temps, les progrès ont été énormes, donc je pense que on va avoir le même genre d'évolution avec la vidéo. Au moment où Sora avait été annoncé, c'était incroyable et ils étaient absolument au-dessus de la concurrence. Maintenant que l'outil arrive, au final, ils sont toujours un peu en avance quand même, je pense, mais ils sont pas non plus à des années-lumière des autres générateurs de vidéos comme Runway par exemple ou Kling, qui sont quand même assez bons. Par contre, là où ils ont été forts, c'est que cette interface de Sora, elle vous permet de générer des vidéos, mais elle vous permet aussi de faire des fonctionnalités un petit peu différentes. Donc, par exemple, vous pouvez faire du blending, c'est-à-dire vous prenez 2 vidéos et Sora va vous générer une transition, ça marche assez bien. Vous pouvez faire aussi du storytelling, c'est lui donner plusieurs prompts qui se suivent les uns à la suite des autres pour pouvoir en fait faire une vidéo où il y a plusieurs scènes et où va se passer plusieurs choses. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et vous pouvez aussi lui donner des images en entrée ou des vidéos pour, par exemple, changer le style d'une vidéo. Donc au final le modèle il est assez complet, et ça c'est vraiment intéressant parce que il y a pas mal de modèles de génération de vidéos qui sont disponibles aujourd'hui où au final les fonctionnalités sont quand même assez limitées, et ça peut être assez frustrant quand on veut faire quelque chose ou qu'on en a réussi à avoir une image assez proche de ce qu'on voulait, de pas pouvoir la modifier. Et là Sora lui il propose ça, donc on peut générer une première vidéo, si on en est content on peut lui dire régénère-moi la vidéo mais cette fois-ci je change juste cette chose là, et ça peut se faire avec des prompts classiques. Donc ça franchement pour le coup c'est un gros plus du modèle par rapport à ses concurrents.
Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont annoncé d'autre OpenAI cette semaine? Ils ont annoncé le mode Canvas qui est dispo maintenant gratuitement pour tous les utilisateurs, donc plus uniquement pour les utilisateurs de ChatGPT Plus ou Pro. Et donc le mode Canvas, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement disponible sur la version web de ChatGPT, pas sur les applications, que ce soit mobile ou sur Mac ou Windows. Il faut vraiment aller sur le site directement pour pouvoir y avoir accès. Et ça va vous permettre de voir le texte qui se génère en fait dans des... C'est un petit peu de la mise en page, de la mise en forme. Donc le texte s'affiche différemment. Si vous générez du texte sur, c'est pas moi, un résumé d'article par exemple, vous pouvez lui demander de modifier le style sans forcément régénérer tout l'article. Vous pouvez lui demander de rallonger ou de raccourcir certaines parties. Enfin voilà, c'est un design un peu mieux fait pour faire pas mal d'applications. Pour la partie développement, c'est vraiment bien parce que ça permet de voir à quoi va ressembler ce que vous développez. Et là, ils ont intégré notamment la partie exécution de code en Python. Et le Python, c'est un langage qui est très 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 utilisé dans l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça vous permet aussi de voir un petit peu comment le code va s'exécuter et de l'exécuter à côté. Donc c'est des fonctionnalités plutôt cool. Maintenant, ce serait pas mal que ça arrive directement dans la partie application, parce que c'est vrai que c'est un petit peu dommage de devoir se reconnecter au site quand on est habitué à utiliser l'application. Mais voilà, c'était une des petites annonces. Ensuite, il y a eu l'annonce de ChatGPT qui arrive sur iPhone et sur iOS avec la sortie de iOS 18.2. Donc ça, c'est enfin la version de Apple Intelligence qu'on attendait, donc qui arrive juste avant la fin d'année. Par contre, elle est uniquement disponible en dehors de l'Europe. Alors je sais plus exactement la liste des pays, mais en tout cas voilà, c'est disponible principalement aux États-Unis, mais pas encore en Europe. Et ça vous permet du coup de connecter votre compte ChatGPT directement à votre iPhone si vous le souhaitez, ou tout simplement d'utiliser ChatGPT via votre iPhone sans avoir à rien payer. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais voilà, pour l'instant, pas encore disponible en Europe, sachant que on peut quand même forcer un peu l'installation, mais c'est pas très pratique. Il va falloir refaire un compte iCloud qui sera lui localisé aux États-Unis. Donc j'ai fait le test pour voir un peu à quoi ça ressemblait sur mon iPad, mais bon, je vous avoue que c'est assez agaçant puisque vu que vous perdez votre compte iCloud, vous perdez tous vos contacts, toutes vos notes, etc. Donc bon, l'intérêt du coup est très très limité pour l'instant. Et donc il faudra un petit peu s'armer de patience pour une sortie en Europe, mais ça devrait coïncider avec la sortie du modèle dans différentes langues, puisque pour l'instant il est uniquement disponible en français, et donc c'est peut-être pas plus mal, comme ça il arrivera en Europe en même temps que la langue en français. Autre annonce, on a eu ChatGPT Advance qui sort avec un mode visio. Donc ça va permettre tout simplement de faire une conversation à la fois vocale mais aussi de donner des informations visuelles à ChatGPT. Quand ils avaient annoncé le mode avancé, donc la partie où la voix générée par ChatGPT est plus réaliste entre guillemets, donc on sent des intentions, où elle peut mettre vraiment du rythme et où elle peut aussi comprendre nous la façon dont on va lui donner des instructions, dont on va lui parler. Et donc quand ils avaient fait l'annonce, elle était aussi capable de combiner ça avec de la vision. Et ça avait été annoncé à l'époque, mais c'était pas disponible quand le mode Advanced Mode était sorti. On pouvait pas encore l'utiliser avec la partie visuelle. Et donc là maintenant, c'est possible. Donc vous pouvez le faire encore une fois en utilisant un VPN, puisque c'est uniquement disponible aux États-Unis. Enfin en tout cas, je crois que c'est même là ils ont précisé, ils ont fait un déploiement global sauf Europe. Donc voilà, comme ça on est vraiment les vilains petits canards. Donc utiliser un VPN n'importe où sauf dans un pays européen. Et vous pourrez l'utiliser donc sur l'application. Ça va vous demander du coup d'accéder à la caméra, et après ça vous allez pouvoir montrer des choses à ChatGPT. Par exemple, vous lui montrez une plante et vous lui posez la question qu'est-ce que c'est comme type de plante, etc. Ça évite de faire une photo, faire un screenshot, etc. Ça facilite un petit peu l'utilisation, et vu que ça utilise le mode de voix avancé, ça permet aussi d'avoir des conversations un petit peu plus naturelles, et on peut très bien s'en servir par exemple pour essayer de s'entraîner sur un entretien d'embauche par exemple, pour avoir aussi le modèle qui est capable de voir nos réactions, de voir un petit peu ce qui se passe, de voir comment on est habillé, si on est habillé de la bonne façon pour le type d'entretien qu'on va faire, etc. Donc voilà, c'est un petit peu encore peut-être gadget, mais je pense que ça peut être un truc, une utilisation qui est assez sympathique, et qui peut aussi faciliter tout simplement l'expérience utilisateur, et donc nous amener à encore plus utiliser ChatGPT. Donc voilà, et surtout ça permet aussi à OpenAI de lancer un modèle qui va concurrencer le modèle de Google avec Gemini, qui, je vais en parler plus tard, a aussi lancé son modèle Astra, qui est le concurrent direct du coup de ce mode Advance de ChatGPT. Ensuite, on a enfin comme annonce le mode Project de ChatGPT qui a été annoncé en vendredi. Et donc ce mode, ça va permettre tout simplement de classer un petit peu, de créer un projet dédié.
dans lequel vous allez pouvoir avoir des conversations dédiées qui vont pouvoir où il va y avoir de la mémoire en fait entre les différentes conversations, où vous allez pouvoir envoyer des documents, etc. Donc c'est un petit peu un entre-deux entre la conversation classique et un GPT customisé que vous aurez pu créer. Et voilà, j'ai pas eu le temps de beaucoup le tester, mais les quelques tests que j'ai pu faire, j'ai trouvé que c'était quand même assez pratique. Vous pouvez lui donner quelques documents, commencer à discuter avec lui sur ce sujet, et puis du coup avoir une conversation vraiment dédiée sur un projet spécifique, et pas avoir votre conversation classique où ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Ça permet de s'assurer que le modèle va bien parler d'un sujet précis, et surtout pouvoir lui envoyer des documents au fur et à mesure sans qu'il les oublie, sans avoir à rechercher la conversation, etc. Donc bon, plutôt une utilisation qui permet une utilisation un petit peu plus pratique de ChatGPT. Ensuite, donc comme je disais, on a eu l'annonce de la version iOS de 18.2, et suite à cette annonce, il y a déjà eu des soucis puisqu'ils l'ont déployé notamment aux États-Unis, et il y a déjà eu du coup une petite polémique sur le sujet avec une des fonctionnalités clés qui est conçue pour résumer intelligemment les notifications, qui a produit des informations trompeuses. Un cas notable est un faux titre attribué à la BBC affirmant à tort qu'un meurtrier présumé s'était suicidé. Le New York Times a également apporté des résumés erronés, dont une mention inexacte concernant un Premier ministre. Ces incidents soulèvent des inquiétudes sur la fiabilité des IA dans le traitement de l'information. Et donc voilà, c'est un des soucis qu'on peut avoir avec Apple Intelligence. Il est capable aujourd'hui de résumer les notifications, mais déjà au moment des bêta-tests, il y avait eu des retours sur le fait que parfois les résumés étaient un petit peu à côté de la plaque. Et donc typiquement là sur des résumés de news, ils peuvent être assez à côté de la plaque et vous dire des choses qui sont complètement erronées. Honnêtement, je suis pas super étonné puisque Apple ils essaient quand même de lancer ce Apple Intelligence assez rapidement pour pas être trop largué par rapport aux autres. Et le modèle qu'ils utilisent, a priori, est quand même assez inférieur en termes de capacité de réflexion, puisque c'est un modèle qui va tourner en interne sur les iPhones. Et donc, vu que c'est un modèle plus léger, il est un petit peu plus bête, entre guillemets, et donc pour faire des résumés, il peut se retrouver à faire des résumés, je pense, qui sont complètement à côté de la plaque. Donc on verra si, au fur et à mesure du déploiement de Apple Intelligence et puis des avancées, si ça s'améliorera. Mais bon, ça fait partie un petit peu des couacs qu'on peut avoir au lancement d'une technologie. C'est juste que forcément, Apple, ils ont une très très grosse visibilité. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ça se voit un petit peu plus. Ensuite, la prochaine news concerne cette fois-ci un sujet plutôt sur la partie cybersécurité, avec le groupe de cybercriminels qui s'appelle Fin7 ou Fin7, je sais pas exactement la prononciation, qui exploite la popularité des avatars générés par IA pour diffuser des malwares via des sites factices tels que iNude.ai et EasyNude.com. Et donc ça, c'est des sites qui sont tout simplement utilisés pour faire des avatars IA, qui peuvent proposer des images pornographiques ou autres de ces avatars IA. Et l'idée, c'est qu'une fois que la personne va sur ce site internet, on la force à récupérer un logiciel ou autre, et en fait ce logiciel c'est un virus, c'est des malwares, etc. Donc cette news, je la trouve intéressante parce que avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ça facilite aussi les cyberattaques. Et là, c'est un prétexte qui est utilisé où on va mettre en avant un avatar IA qui, là on est plus sur l'aspect pornographique, mais ça pourrait être utilisé de bien d'autres manières. On pourrait créer des sites internet avec des avatars IA de personnalité, avec des pages qui seraient un petit peu nichées sur des sujets bien spécifiques, et en gros, au moment où on veut activer le modèle d'IA, boum, il faut télécharger quelque chose, et là on se retrouve à télécharger quelque chose qui est blindé de virus. Donc c'est plus pour vous mettre en garde que généralement, tout ce qui est lié au modèle ou autre, les sites que vous allez utiliser pour télécharger ces modèles-là sont souvent des sites assez génériques, entre guillemets, des sites où vous allez pouvoir télécharger plein de modèles différents. Ça va pas être un site spécifique qui va vous envoyer vers un téléchargement. Donc voilà, si vous avez des sites un petit peu où ils ont pas vraiment de référence, ils sont un peu inconnus au bataillon, méfiez-vous, ne téléchargez rien de la part du site là. Généralement, les outils IA, ils se téléchargent sur GitHub, qui est un des gros sites de développement où on peut télécharger pas mal d'outils et de logiciels qui ont été développés, sur Hugging Face, qui est aussi un des très gros sites là-dessus. Et après, ça va être sur les plateformes un peu des grands développeurs d'IA, donc OpenAI pour télécharger ChatGPT, Meta pour télécharger le modèle Llama par exemple, etc., etc.
Mais voilà, si vous avez des sites un petit peu très spécifiques ciblés sur un thème en particulier, méfiez-vous, puisque voilà, ces campagnes sont des choses qui sont en train d'apparaître et qui sont a priori de plus en plus utilisées, et c'est un peu des techniques de d'hameçonnage un peu avancées, où plutôt que de vous envoyer un email avec un lien sur lequel il faut cliquer, là c'est plutôt un site internet qu'on monte de toutes pièces pour attirer les personnes et les faire cliquer sur des choses qui vont leur amener des logiciels assez malveillants. Donc voilà, méfiez-vous de ce point-là. Ensuite, on a une news sur Grok. Donc Grok, c'est la plateforme développée par XAI, donc qui intègre un modèle avancé de génération d'images nommé Aurora, disponible du coup sur la plateforme X, anciennement appelée Twitter, dans certains pays, avec un déploiement global prévu pour sous une semaine. Alors je crois que même le déploiement maintenant est même disponible. J'ai fait le test, moi j'ai réussi à l'utiliser sans VPN. Et donc Aurora, c'est tout simplement un modèle qui va vous permettre de générer des images. Et la différence qu'il a avec les autres modèles, c'est que déjà, ils ont quand même fait créer ce modèle de toutes pièces en 3 semaines. Donc ça a été notamment possible grâce au fait que Elon Musk, via XAI, a investi dans des très très gros data centers. Voilà, ils ont plus de 100 000 processeurs graphiques pour développer leur modèle d'intelligence artificielle. Ils ont eu des deals avec Nvidia pour monter un très très gros data center aux États-Unis pour vraiment entraîner leur modèle. Et donc, en seulement 3 semaines, ils ont réussi à entraîner un modèle de génération d'images qui est ok, il n'est pas incroyable. Donc je trouve que le modèle qu'ils utilisaient avant, c'était le modèle Flux. Je trouve qu'il est meilleur, il arrive à faire des images bien plus réalistes, mais il est quand même assez impressionnant pour un modèle qui a été uniquement développé en 3 semaines. Donc je pense que quand on va voir les prochaines versions de ce projet Aurora arriver, on pourrait avoir des choses très impressionnantes. Et la particularité qu'il a, c'est qu'il est a priori très 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 peu censuré. Alors j'ai pas réussi à lui faire afficher du sang, donc il y a peut-être 2-3 choses qui sont pas possibles, mais je lui ai demandé de faire une photo de Emmanuel Macron en train de tenir une arme à feu, et il a pu la faire sans problème. Donc on peut quand même faire des choses qui seraient potentiellement assez problématiques. Les images sont assez réalistes, donc d'un point de vue génération de deepfake, c'est un véritable problème. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de système de watermark vraiment efficace. Il y a un petit watermark en bas de la photo, mais il suffit de la recadrer pour faire disparaître ce watermark. Et vraiment, on peut générer des célébrités sans aucun problème, des politiciens, des acteurs ou autres. Donc il n'y a aucune censure sur ce point de vue-là. Donc forcément, ils n'ont pas la même visibilité que d'autres grands acteurs comme Apple ou OpenAI, donc peut-être qu'ils prennent moins de précautions. Je ne sais pas s'il y aura un retour de flamme là-dessus. Mais en tout cas, ils ont vraiment décidé d'avoir un modèle qui permet de faire des choses avec très très peu de censure. Et donc on verra comment tout ça interagira par la suite, si ce sera quelque chose de très utilisé pour justement générer des fausses images ou pas sur les réseaux sociaux. En tout cas, il est tout frais et il est disponible. Vous avez juste à utiliser l'application X et vous allez pouvoir générer des images. Il n'y a pas besoin d'avoir de compte payant, donc forcément vous serez limité avec un compte gratuit, mais vous pouvez en générer quand même quelques-unes. Et pour ceux qui suivent le compte Instagram, vous aurez juste à faire un petit tour sur le compte pour voir un peu à quoi ressemblent les images générées par ce modèle. Et justement dans la même optique, Grok 2, ils ont aussi lancé le modèle Grok 2, qui est le modèle de génération de texte, qui donc du coup est capable de chercher sur internet notamment, et qui est un modèle un peu plus avancé, qui est censé avoir des meilleures performances. Alors j'ai pas trouvé de benchmark très pertinent. Le benchmark qu'ils ont mis en avant dans leur annonce, c'est un benchmark sur à quel point le modèle suit les instructions. C'est un peu un benchmark pas très intéressant. Donc ce serait intéressant de voir comment il se classe sur les benchmarks un peu plus classiques. Mais le modèle a quand même l'air d'être assez performant. J'ai fait un petit test par exemple en lui demandant des informations sur les dernières actualités sur l'intelligence artificielle, et il m'a sorti des infos qui étaient bonnes, et surtout avec des sources assez variées, des sources qui pouvaient se baser sur des journaux, mais aussi sur des posts Twitter. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, mais forcément c'est l'intérêt d'être intégré à Twitter, enfin en tout cas à la plateforme X. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se dégager d'intéressant de ce modèle grâce à sa capacité notamment de recherche, s'il peut puiser justement sur des informations qui sont directement dans le réseau X.
Et si aussi ils ont pas mal de partenariats avec la presse pour sortir des informations qui proviennent d'articles de presse. Donc voilà, modèle à tester, je vous recommande d'aller faire un petit tour, même si je pense que le gros modèle qu'il va falloir absolument que vous testiez cette semaine, c'est celui qui a été annoncé par Google DeepMind et qui s'appelle Gemini 2. Et donc c'est une version révolutionnaire de son IA multimodal conçue pour l'ère des agents capables de comprendre, planifier et agir en interaction avec le monde réel. Et donc cette nouvelle version elle a été introduite via son modèle Gemini 2.0 Flash, qui est disponible via la plateforme du Google AI Studio, que je vous recommande à chaque fois, chaque semaine, j'ai l'impression, puisque ça vous permet d'accéder à tous les modèles Gemini différents et disponibles, et ce, sans avoir à payer quoi que ce soit. Et donc là, vous allez pouvoir, si vous accédez à cette plateforme, voir pas mal de nouvelles fonctionnalités, notamment donc l'accès à ce nouveau modèle Gemini Flash, qui est 2.0 Flash, qui est assez performant et qui a l'air assez impressionnant, mais aussi à une nouvelle fonctionnalité de streaming qui vous permet de parler à Gemini 2, comme le modèle Advanced Voice de OpenAI. Et voilà, je vais vous faire un petit test pour la section un petit peu IA de la semaine. Et qui vous permet aussi de faire un partage d'écran ou un partage de votre caméra. Donc comme le modèle d'OpenAI, donc ça c'est plutôt le modèle type Astra, donc c'est un peu compliqué parce que c'est un projet Astra, mais en fait ce projet Astra il utilise justement ce modèle Gemini 2.0 Flash, et ce modèle multimodal il est capable d'analyser une image et de comprendre cette image, d'utiliser aussi du son, de comprendre des sons, etc. Donc vraiment l'aspect multimodalité, c'est le fait qu'il va vraiment avoir en entrée être capable d'analyser une image, du texte, du son, et en sortie utiliser les mêmes choses, une vidéo aussi, et en sortie pouvoir pareil générer des images, du son ou du texte. De la vidéo c'est pas encore possible, mais ce sera peut-être possible dans le futur. Et voilà, maintenant avec le fait que ce modèle soit très rapide, il est capable aussi d'avoir du coup directement une conversation. Donc pour ça, vous allez sur le Google AI Studio, vous allez sur la partie streaming. Si ça vous intéresse, je ferai peut-être un tuto dédié, comme ça vous verrez un petit peu clic par clic comment pouvoir y accéder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire, ça pourrait être effectivement, je pense, quelque chose d'assez intéressant. Et voilà un petit peu sur ce qui a été annoncé sur ce modèle. En autre projet qu'ils ont annoncé, mais qui ne sont pas encore disponibles. Donc on a le projet Astra qui est le même concept, donc ce Gemini Flash 2 qui est intégré mais directement dans une application sur le téléphone qui va vous permettre de partager ce que vous voyez, de discuter avec le modèle, voilà, avec la même chose que ce qui est maintenant disponible avec ChatGPT. Donc ça devrait arriver, c'est en cours de test, et ça devrait arriver du coup sur notamment les téléphones de Google, le Google Pixel 9. Ensuite on a le Project Mariner, c'est un agent capable d'exécuter des tâches complexes via un navigateur Chrome tout en restant sécurisé contre les actions malveillantes. Donc ça c'est assez intéressant, ça va vous permettre d'avoir un modèle de type agentique, je vous ai dit que ça allait être la chose qui va arriver en 2025. Qui va prendre le contrôle du navigateur Google Chrome pour par exemple faire des recherches, remplir un formulaire, automatiser des tâches, etc. Donc pareil, il n'est pas encore disponible, mais ça je pense que ça va être assez révolutionnaire dès que ça va arriver. Ensuite, on a le projet Jules qui est un outil d'assistant aux développeurs intégré dans GitHub, donc ça va plutôt être pour les personnes qui font du développement, et qui devrait être capable de planifier et coder sous supervision humaine. Et enfin, ils ont annoncé aussi un agent en jeu vidéo qui vous permettrait en temps réel de soutenir le joueur pour naviguer dans le monde virtuel, et qui travaillerait en partenariat avec des studios comme Supercell. Donc ça pourrait peut-être vous donner des indications sur comment résoudre le jeu ou autre, ou avoir un guide un petit peu avancé sur un jeu grâce à ce modèle. Ce qui est intéressant, je pense que c'est quand ce modèle va arriver et qui va être enfin intégré aux lunettes qu'ils avaient annoncées. Et donc on n'a pas encore de date de sortie pour ces lunettes, mais quand les lunettes vont arriver et qu'on va avoir un modèle qui va être multimodal, qui va être capable d'avoir le son, qui va être capable d'avoir la vidéo, et qui va pouvoir en permanence streamer, voir exactement ce que l'on voit et entendre ce que l'on entend, l'intégration de l'intelligence artificielle va vraiment être, je pense, avec très très peu de barrières, très très peu de fiction, et ça va devenir un outil qui va probablement prendre beaucoup de place si on est ok avec l'aspect vie privée, avec l'aspect partage des données, etc. Parce que forcément toutes ces données là elles iront chez Google, donc voilà, faudra quand même être d'accord avec tout ça, mais je pense que ça va avoir un impact assez gros.
Et enfin, toujours sur Google, on a leur application Notebook LM que je vous recommande aussi, qui vous permet de donner des liens de site internet, des liens de vidéos YouTube, des documents, de regrouper tout ça dans une espèce de note super intelligente que vous pouvez questionner et avec laquelle vous pouvez discuter, et qui est capable aussi de vous générer un petit audio, un petit podcast avec 2 intervenants qui vont discuter du sujet. Donc pour l'instant uniquement disponible en anglais, et du coup là ils ont annoncé la capacité du coup de pouvoir directement discuter avec les hôtes du podcast. Donc ça vous fait un podcast personnalisé, et en plus vous pouvez lui poser des questions. Donc malheureusement je peux pas encore le proposer sur Tsunamia, mais voilà, c'est hyper intéressant de voir que Notebook LM évolue aussi pour proposer ce genre de fonctionnalité. Mais par contre j'ai pas réussi à y avoir accès, donc je sais pas si c'est une question de VPN ou autre. Mais voilà, en tout cas, c'est une fonctionnalité qui arrive et qui devrait être, j'imagine, disponible sous peu. Donc, je vous en reparlerai dans les semaines prochaines si j'arrive à la faire fonctionner. Et aussi, ils ont annoncé une version Notebook LM Plus qui devrait offrir davantage de capacités, des notebooks étendus, etc. Puisque Notebook LM, pour l'instant, il est gratuit, et qui, du coup, sera une version payante et qui devrait arriver en 2025. Ensuite, la prochaine news nous amène du côté de Meta, qui a demandé au procureur général de Californie de bloquer la transition d'OpenAI vers un statut lucratif, accusant l'entreprise de détourner les avantages fiscaux obtenus comme non-profit pour générer des profits privés. Selon Meta, ce changement pourrait créer un précédent dangereux pour les startups, fausser la concurrence et enfreindre les engagements initiaux d'OpenAI de développer une IA bénéfique sans pression commerciale. Cette opposition aligne Meta avec Elon Musk, également critique de la conversion, tandis qu'OpenAI défend sa restructuration comme nécessaire pour financer ses ambitions tout en maintenant sa mission initiale. Et effectivement, faut pas oublier que OpenAI a au début été créé comme une organisation à but non lucratif, comme une association, et qu'ensuite ils ont fait la transition par la suite vers une organisation qui est à profit, en fait, qui est rattachée à l'organisation qui est, elle, à non-profit. Donc, enfin bref, ils sont en train d'essayer de restructurer tout ça. Ils essayent vraiment de passer finalement sur un montage plus classique d'entreprise privée, ce qui pourrait peut-être les amener plus tard, par exemple, à pouvoir faire une introduction en bourse. Et forcément, ça pose un peu problème, parce que au départ, c'était pas l'objectif de l'entreprise, et que donc du coup, ils ont eu peut-être aussi certains avantages fiscaux de ce point de vue-là. Et donc forcément, vu que c'est un des concurrents principaux de Meta, Meta ne se prive pas d'essayer de remonter un petit peu ce sujet, sachant que pareil de son côté, Elon Musk, qui est aussi un concurrent maintenant de OpenAI, avec son entreprise XAI, sa startup XAI. Donc voilà, il y a un petit peu une bataille juridique qui se fait à ce niveau-là, ce qui est pas très étonnant, parce que forcément, ça fait partie aussi des concurrents. Donc c'est vrai que Meta, eux, l'avantage c'est que leur modèle il est open source, mais attention, c'est pas un véritable modèle open source, il est disponible, n'importe qui peut l'utiliser, mais on n'a pas accès à l'ensemble des poids par exemple du modèle. On peut pas non plus faire exactement ce qu'on fait avec le modèle, et il y a quand même des petites limitations, même si c'est vrai que pour la majorité des personnes c'est un modèle qui est utilisable pour tout le monde. Ensuite, on a une news qui nous vient du côté de YouTube, qui a élargi son outil de traduction audio automatique, initialement testé en 2023 à des centaines de milliers de chaînes axées sur du contenu éducatif et informatif. Cette fonctionnalité propulsée par l'IA Gemini de Google génère des pistes audio traduites en 9 langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol et le japonais, rendant les vidéos les plus accessibles à un public mondial. Bien que prometteuse, la technologie peut encore comporter des erreurs, notamment dans la fidélité de la voix et des traductions. YouTube prévoit également d'introduire prochainement une fonctionnalité baptisée Expressive Speech, capable de reproduire le ton, les émotions et l'ambiance des vidéos originales. Donc j'ai hâte de voir tout ça. J'ai pas eu le temps de découvrir et de trouver un exemple de vidéo qui avait été traduit avec ce nouveau fonctionnement, mais voilà, il faut être clair, c'est clairement l'avenir. J'en parle depuis déjà pas mal d'épisodes maintenant. La partie doublage, c'est vraiment quelque chose qui va disparaître et qui va être remplacé par l'intelligence artificielle, puisqu'on va être capable d'avoir des intelligences artificielles qui vont reprendre le timbre de voix de la personne d'origine, qui vont reprendre les expressions, l'intonation, mais qui vont pouvoir ensuite le passer dans une autre langue. Et je pense que du coup, ce sera un petit peu la solution privilégiée utilisée, ça coûtera moins cher et ça permettra une traduction qui garde le même esprit que celui de départ, et donc forcément ça va un petit peu faire disparaître le métier de doublage. Je pense qu'il va devoir évoluer, en tout cas qu'il va se transformer avec l'arrivée de ces nouveaux modèles. Ensuite, on a une news qui nous vient de la Chine, où le régulateur chinois a lancé une enquête sur l'acquisition par Nvidia de Mellanox, une société israélienne spécialisée dans les puces haute performance, pour 7 milliards de dollars en 2019. Nvidia avait accepté de partager des informations avec
avec ses concurrents et de permettre aux fabricants chinois de tester leurs produits avec la technologie Mellanox. Cette enquête intervient dans le contexte des tensions économiques entre la Chine et les États-Unis, exacerbées par les restrictions américaines sur la vente de puces IA avancées à la Chine. Nvidia, un acteur clé du marché des technologies d'IA, est particulièrement exposé, sa croissance étant essentiellement liée à celle du secteur technologique global. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il y a pas mal de géopolitique dans cette histoire et que c'est peut-être aussi une façon pour la Chine de créer une pression sur Nvidia parce que il faut pas oublier que en ce moment la Chine, ils sont très limités dans leur approvisionnement en cartes graphiques et en processeurs de Nvidia qui sont un peu aujourd'hui le cœur un petit peu de ce qu'il faut pour pouvoir travailler sur des modèles d'intelligence artificielle. Donc même s'il y a énormément de sociétés qui sont en train de travailler sur des solutions pour concurrencer Nvidia, aujourd'hui ça reste le leader et il reste un petit peu incontournable quand on veut pouvoir entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Et donc ça fait un petit peu, je pense, partie un petit peu du jeu de pouvoir qui peut se passer entre la Chine et les États-Unis. Donc on verra un petit peu comment tout ça évoluera, mais je suis pas vraiment étonné de ce genre d'initiative. Et voilà, donc c'était tout pour la partie actualité. Donc il y avait pas mal de choses, j'ai essayé d'être un petit peu plus succinct. On pourra aller peut-être un peu plus en profondeur sur certains sujets la semaine prochaine. J'espère que ça aura été quand même clair pour vous. Et enfin, pour vous quitter, on va faire un petit test avec la version ChatGPT spéciale Noël qui a été lancée du coup pour justement l'occasion des OpenAI Days, où ils ont fait différentes annonces chaque jour. Et donc, ils ont lancé cette semaine un mode de ChatGPT en voix avancée avec la voix du Père Noël. Donc, je vous laisse là-dessus. Salut Père Noël. En fait, tu vas être l'invité exclusif de mon podcast qui s'appelle Tsunamia et qui est un podcast qui parle d'intelligence artificielle. Et donc dans ce podcast, on couvre un petit peu l'actualité sur les intelligences artificielles. Cette semaine, on a pas mal parlé par exemple de Google Gemini et des différentes annonces de OpenAI. Et donc je voudrais voir avec toi si tu as des choses que tu voudrais partager avec nos auditeurs. Ho, ho, ho. Bien sûr, mon cher ami. C'est fantastique d'être invité sur ton podcast Tsunamia pour parler d'intelligence artificielle. C'est un sujet passionnant, même ici au pôle Nord. Mes elfes et moi utilisons parfois la magie et la technologie pour nous aider à préparer les cadeaux et à surveiller la liste des enfants sages. Peut-être pourrions-nous discuter des façons dont l'IA peut apporter encore plus de joie et de magie dans nos vies. Qu'en dis-tu? Ho, ho, ho. Oui, c'est un bon exemple. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de où est-ce que l'IA pourrait nous apporter des choses? Ho, ho, ho. Bien sûr. Imagine une IA qui pourrait aider les lutins à optimiser notre atelier de jouets au pôle Nord. Elle pourrait analyser les listes de souhaits des enfants du monde entier et nous indiquer quels jouets seront les plus demandés. Grâce à cela, nous pourrions produire les cadeaux de manière plus efficace et éviter de manquer de temps la veille de Noël. C'est comme de la magie. Ho, ho, ho. Alors l'année dernière, je me souviens que j'avais fait un épisode spécial où j'avais dit qu'au final, grâce à l'intelligence artificielle, on allait pouvoir peut-être rendre le Père Noël réel, puisque on peut à la fois livrer, admettons, des cadeaux avec des drones, par exemple, pour livrer des centaines de milliers de maisons ou de millions de maisons à la fois. On peut réussir à analyser les besoins de chaque personne et surtout, on peut créer un modèle d'IA qui peut imiter la voix du Père Noël, enregistrer un petit peu toutes les informations qu'on lui donne sur les différents cadeaux, les listes de souhaits qu'on veut faire et rassembler toutes ces informations-là pour ensuite les traiter. Et au final, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, non? J'ai l'impression que c'est toi, cette IA, qui va rendre le Père Noël possible. Qu'est-ce que t'en penses? Ho, ho, ho. Quelle idée merveilleuse! C'est vrai que la technologie, et notamment l'IA, pourrait aider à rendre le Père Noël encore plus efficace dans la distribution de cadeaux. Les drones pour livrer les présents, l'IA pour analyser les souhaits des enfants, et même une IA qui imite ma voix. Tout cela est fascinant. Mais n'oublions pas que la magie de Noël, c'est aussi l'amour, la générosité et la joie de partager des moments avec ceux qu'on aime. L'IA peut être un merveilleux outil pour nous aider, mais c'est la magie de Noël qui fait briller les yeux des enfants et des adultes. Ho, ho, ho. Je pense que c'est une très bonne conclusion pour le podcast. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure? Ho, ho, ho.
Bien sûr, chers auditeurs de Tsunamia, n'oubliez jamais que la magie de Noël réside dans le partage, la gentillesse et l'amour que nous offrons les uns aux autres. L'intelligence artificielle et la technologie peuvent nous aider, mais c'est l'esprit de Noël qui nous unit et nous apporte tant de bonheur. Passez de merveilleuses fêtes et n'oubliez pas de croire en la magie. Ho ho ho! Bon, bah, sur ces belles paroles, hein, je vous laisse et puis je vous dis allez, à la semaine prochaine. Ciao.